Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur CFTV1 dans votre journal. À la une de l'actualité sur le continent. Au Mali, deux grandes actualités, l'imminente libération de l'otage Sophie Petronin et la rétrospective sur l'établissement du nouveau gouvernement du pays. Imminente libération de la dernière otage française dans le monde, Sophie Petronin. Son neveu Lionel Granouillac a annoncé mardi 6 octobre la libération de sa tante, tout en précisant que les autorités françaises n'avaient pas confirmé officiellement cette libération. Sophie Petronin, 75 ans, a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, au nord du Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. L'inquiétude étant grande concernant son état de santé. Le sort de Soumaïla Cissé, 70 ans, ancien ministre et chef de l'opposition, également otage, avait contribué à alimenter la contestation qui a agité le Mali pendant des mois jusqu'au putsch du 18 août. Tous deux sont supposés être ou avoir été aux mains de groupes liés à Al-Qaïda. Depuis dimanche, la libération de dizaines de djihadistes détenus dans les prisons maliennes, ainsi que des déclarations de responsables maliens s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont suscité l'espoir d'un échange pour que Sophie Petronin et Soumaïla Cissé retrouvent leur famille. Heureusement, ma plus grande joie aujourd'hui est de savoir que mon assistant a pu continuer le travail sans moi. Voilà. Alors, pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah. Parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Marianne que vous avez devant vous. Les autorités maliennes et françaises continuent d'observer un silence total, se gardant de corroborer officiellement que la libération de dizaines de djihadistes visait à la libération des deux otages et que ces deux derniers avaient ou étaient en train de changer de main. Un nouveau gouvernement en place. Les colonels qui ont renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta lors d'un putsch réalisé officiellement sans effusion de sang se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois. Ban Dao est le nouveau président de la transition gouvernementale au Mali. À 70 ans, le nouveau président de la transition avait été en 2014 éphémère ministre de la Défense sous Ibrahim Boubacar Keïta, lors du premier mandat de ce dernier. Jusqu'à sa nomination, il était encore directeur de l'Office national des anciens combattants, militaires, retraités et victimes de guerre. Le nouveau président de la transition a pour vice-président Assimi Goïta, chef du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, la junte au pouvoir depuis le putsch. Assimi Goïta va s'occuper de la défense, de la sécurité et de la refondation de l'État. Le colonel Goïta est appelé à remplacer le président de transition en cas d'incapacité de ce dernier. Dimanche 27 septembre, l'ancien ministre des Affaires étrangères malien, Mokhtar Ouane, a été nommé Premier ministre par le président de transition, Ban Dao. Ce diplomate de carrière, ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2011, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, prédécesseur de M. Keïta, était depuis 2016 délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il est natif de Bidi, dans le centre du pays, la région la plus touchée par les attaques djihadistes qui s'ajoutent à des violences intercommunautaires qui ensanglantent le pays. Depuis le lundi 5 octobre, les militaires ont hérité de 4 ministères stratégiques: la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale, dans ce gouvernement de 25 ministres, dont 4 femmes, selon un décret lu lundi 5 octobre en direct à la télévision publique ORTM.
Le colonel Sadio Camara, l'un des dirigeants de la junte, devient ministre de la Défense. Il a notamment été directeur du Prytanée militaire de Kati, en périphérie de Bamako, où est situé le camp militaire d'où est parti le coup d'État. Un autre chef de la junte, le colonel Modibo Koné, décroche le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le porte-parole de la junte, le colonel-major Ismaël Ouagé, qui avait annoncé en pleine nuit à la télévision la prise du pouvoir par l'armée, obtient le portefeuille de la réconciliation nationale. Un autre militaire, le colonel Abdoulaye Maïga, prend la tête de l'administration territoriale. Parmi les ministères régaliens, l'ancien procureur Mohamed Sidadiko est nommé à la justice et l'ancien ambassadeur Zeyni Moulay aux affaires étrangères. Les groupes signataires de l'accord de paix de 2015 sont également représentés dans ce gouvernement de transition. L'ancienne rébellion à dominante touareg du nord du pays s'adjuge l'agriculture et la pêche, ainsi que la jeunesse et les sports. Et les groupes armés pro-Bamako, les ministères des Maliens de l'extérieur et du travail et la fonction de porte-parole du gouvernement. Le M5, mouvement qui a mené dans la rue la contestation contre le président déchu et qui revendiquait dans la transition une place égale à celle des militaires, devra se contenter de 3 portefeuilles, à savoir la communication, le ministère de l'Emploi avec à sa tête le jeune dynamique Mohamed Salia Touré et enfin le ministère de la refondation dirigé par Mohamed Koulibaly, très proche d'une grande figure du M5, le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko. Ce gouvernement comprend au total 4 femmes. Parmi elles, Kadiatou Konaré, la fille de l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, qui s'est fait un nom dans l'édition, prend la tête du ministère de la Culture. Le Comité national pour le salut du peuple a fait savoir dans un communiqué mercredi 7 octobre la libération des 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors de leur coup d'État. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Timbine, des généraux Ibrahima Daïrou Dambélé, Bemba Moussa Keïta, Oumar Dao, Ouaoun Koné, Boukari Kouadio, Adraman Babi, Abdoulaye Koulibaly, Mustapha Drabo et du colonel-major Fagimba Kansai. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avait levé mardi les sanctions imposées au Mali au lendemain du coup d'État. Elle avait aussi souligné que la levée de ces sanctions, au premier rang desquelles un embargo commercial et financier devait être considéré comme un encouragement à aller plus loin. C'était également félicité du renoncement par les militaires à une prérogative majeure initialement dévolue au chef de la junte, investi vice-président transitoire, le colonel Goïta, ne pourra pas remplacer le président de la transition en cas d'empêchement de ce dernier, selon la charte élaborée par les militaires. Pour satisfaire les dirigeants des pays voisins, les militaires maliens doivent encore prendre une mesure de taille, la dissolution du CNSP lui-même. Congo-Brazzaville, tension à Ankaï. Kaï, la 4e ville du Congo, cité sucrière à environ 300 km dans le sud-ouest de la République du Congo, est en grève du port du masque contre la Covid-19. Ses habitants ont décidé depuis quelques jours de ne plus en porter en guise de protestation contre le décès d'une jeune femme de 23 ans, interpellée et battue par la gendarmerie pour n'avoir pas porté son masque. Le décès de Merveille Bazonzila, 23 ans, a suscité une grosse colère de la population de Nkaï. Selon les parents de la défunte et selon certains témoins, ce décès serait survenu suite aux sévices subis dans un poste de gendarmerie. La jeune femme, souffrante d'une épilepsie chronique, avait été interpellée par la gendarmerie pour n'avoir pas porté son masque facial.
Elle aurait été frappée sur place avant d'être embarquée dans un véhicule. Selon un codétenu, Merveille Bazondila, 23 ans, aurait été libérée dans la nuit alors qu'elle commençait déjà à agoniser. La justice a aussitôt ouvert une enquête. Une délégation de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, arrivée sur les lieux, a appelé à accélérer cette procédure. La responsable juridique de l'OCDH a déclaré, je cite, que la justice fasse un effort d'identifier les auteurs de ce crime et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Les relevés de leurs fonctions ne suffit pas, ils doivent être jugés. C'est le sentiment de colère qui règne en Kayi après la mort de Merveille, 23 ans, morte après son arrestation par la gendarmerie. La population de Kayi est en train de dire que toutes les personnes ne vont plus porter de bavette. Comme ça, les gendarmes vont tuer toute la population. Parce que le président avait dit... En RDC, différentes actualités. La première, des dizaines de femmes accusent des travailleurs humanitaires d'abus sexuels à l'est du Congo. Une enquête signée The New Humanitarian et la fondation Thomson Reuters révèle qu'une cinquantaine de femmes accusent des employés des agences des Nations Unies et d'ONG internationales d'abus sexuels. Les faits se seraient produits entre 2018 et 2020 dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Ces femmes n'auraient jamais signalé ces viols par peur des représailles. Elles sont cuisinières, femmes de ménage, travailleuses communautaires, payées entre 50 et 100 $ par mois. Parmi elles, au moins 30 affirment que des employés de l'Organisation mondiale de la santé étaient aussi impliqués. L'OMS, qui a assuré mardi que ces travailleurs étaient scandalisés par ces allégations, a ouvert une enquête interne. Selon un communiqué, l'OMS aurait signalé que, je cite, « les actes qui auraient été commis par des personnes qui disent travailler pour l'OMS sont inacceptables et feront l'objet d'une enquête poussée. Toute personne dont la participation à de tels actes aurait été identifiée devra en rendre compte et en subir de graves conséquences, y compris un renvoi immédiat. » Fin de citation. Les autres hommes qu'elles accusent viennent d'autres organisations telles que l'UNICEF, l'Oxfam, Médecins sans frontières, l'Organisation internationale pour les migrations, World Vision et encore Alima. La plupart de ces témoignages ont été recueillis dans la ville de Beni, dans l'est de la RDC. Certaines victimes présumées affirment qu'elles auraient été piégées dans des bureaux ou des hôpitaux. Certaines auraient été contraintes d'accepter des avances sexuelles en échange d'une promesse d'embauche ou auraient été menacées de licenciement.